y a souvent des mantras qui sont répétés à gauche, et d'ailleurs on ne réfléchit pas de manière très deep à ce qu'ils sont, parce qu'on remarquerait que 50% des mantras c'est de la merde, et les autres 50% ça nécessiterait de faire absolument le contraire de ce que vous êtes en train de faire. Mais juste, tu as un mantra qui explique par exemple que le fascisme ne peut pas être battu dans l'élection, dans les urnes. Oui, c'est très vrai. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous espérez faire en sorte que le socialisme il vienne par les urnes? Ça ne marche pas comme ça. Si on regarde historiquement pourquoi est-ce que l'urne elle a été faite, on voit que justement c'est pour empêcher ce mouvement, ou pour justement être un instrument de conciliation de classe. En fait, on va expliquer le truc de trois manières différentes. Tout d'abord en appliquant l'un des principes qui est assez basique du marxisme, qui s'appelle l'infrastructure et la superstructure. En gros, dans le marxisme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une structure économique, et cette structure économique, elle va créer un système d'idées. Pourquoi? Parce qu'un système qui n'arrive pas à créer de système d'idées, il se pète la gueule. Voilà, tu as plein d'exemples historiques. Le mec en Chine qui expliquait que c'était le petit frère de Jésus-Christ et qui a lancé une révolte, bon, il n'a pas réussi à créer un système d'idées qui justifiait le truc. En moins de 2 ans, c'est devenu un seigneur de guerre classique. Bon, là par exemple, tu vois, c'est l'inadéquation entre les moyens que tu as pour créer ton idéologie et pour la maintenir, et du coup, ce qu'il faudrait que tu aies. Bon, bref, c'est pas très clair, mais vous allez voir. Et le système capitaliste, vu que c'est pas un système qui est mal foutu, dans le sens où c'est un système qui sait très bien se maintenir lui-même, à travers des années de perfectionnement, il a réussi à atteindre un point où, attention, tenez-vous bien, l'idéologie dominante dans la tête des gens, c'est le capitalisme. Voilà. Donc comment tu fais pour renverser le socialisme, pour mettre en place le socialisme dans une société où les gens, idéologiquement, le truc qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes, c'est le capitalisme? Tu n'y arriveras pas. Ça veut dire que même le jour avant la révolution, on ne sera pas majoritaire. On tient notre force de l'organisation potentielle qu'on peut avoir, ainsi que justement le soutien qu'on peut avoir, mais dans le sens du nombre, mais pas dans le sens du nombre absolu. C'est-à-dire on n'aura pas genre 99% de la population contre 1%, ça ne marchera pas comme ça. Donc ça, déjà, ça rend tout à fait exclu le fait que tu aies un programme socialiste qui soit poussé à travers le truc. Alors là, vous allez me dire, oui, mais des fois, la gauche, elle est arrivée au pouvoir, d'accord, mais en restant dans le cadre de production capitaliste. Parce qu'on n'a pas vu un candidat de gauche faire plus de 5% remettre en question la forme valeur. Non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu un candidat de gauche mettre en cause la production marchande. En fait, ces trucs-là qui sont en fait les centres du système capitaliste, mais dont on n'entend jamais parler précisément parce qu'on est minoritaire. Et on est minoritaire précisément parce qu'il y a une superstructure qui est là en train de créer des trucs pour qu'on continue à l'être. Voilà. Parce que si elle n'était pas là pour créer les trucs pour qu'on continue à l'être, on serait déjà plus. C'est dialectique. Non, je déconne. Deuxièmement, et pas des moindres, les partis de gauche, depuis le début, se voient comme des instruments de conciliation entre les classes, et pas des instruments de lutte des classes. Alors bien sûr, des fois, ils peuvent employer la rhétorique de la lutte des classes pour pouvoir expliquer que justement, on lutte, enfin ça fait des appels de pied, ça fait des appels de sifflet justement aux personnes plus à gauche, en essayant de les fixer pour avoir justement une base militante, mais ça, c'est pas quelque chose d'absolument nouveau. Genre, l'intégralité des pays du tiers-monde, l'intégralité, non, j'exagère peut-être, mais une très grande partie en tout cas, a déjà utilisé le mot-clé de socialisme ou de mise en place justement du socialisme pour pouvoir justifier leur politique d'accumulation primitive du capital, ou pour justifier leur projet de libération nationale. Parce que c'est un truc qui est dans l'abstrait, faut comprendre en fait. Et donc justement, quand tu veux mobiliser des gens à partir de là, il faut quand même que tu le lies à quelque chose de concret. Et c'est pour ça que tu peux utiliser la perception, même floue des masses sur ce qu'est le socialisme, pour dire ouais mais en fait moi ce que je veux c'est le socialisme et pousser à travers ça. Par exemple, pendant l'intégralité et même aujourd'hui dans la constitution chinoise, c'est marqué que les travailleurs ils sont maîtres du pays. Voilà. Alors, c'est un pays dirigé par la classe ouvrière, attention. Bon, là tu vois que c'est juste un moyen pour que les ouvriers ferment leur gueule et qu'ils continuent à bosser. Et on peut voir la même chose en Inde. En Inde, Gandhi et puis ensuite Nehru, ils se réclamaient du socialisme. Voilà, leur but final c'est le socialisme. L'Inde aujourd'hui dans sa constitution dit qu'elle est socialiste. Le Portugal, après la révolution des œillets, a expliqué qu'elle était socialiste. Etc. etc. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Le fait est que dire un truc, ça ne t'engage absolument à rien.
donc ce que j'ai envie de dire, c'est que ce parti, c'est les partis politiques donc du coup qui sont à gauche, ils ne mènent absolument pas au socialisme dans la mesure où ils ne remettent pas en cause les rapports de production capitalistes et ce qui en constitue leur centre, ce qui est la production marchande, etc. Bon, on pourrait même dire propriété privée. Mais propriété privée, ça a été beaucoup trop galvaudé parce que lorsque Marx et Engels avaient écrit que justement le programme communiste peut se résumer à abolition de la propriété, et il a bien précisé dans la critique du programme de Gotha ce que ça entendait par ça, c'est-à-dire la suppression de la production marchande, de l'économie monétaire, du salariat, etc. Bon, genre il avait bien expliqué, oui, mais en fait, parce que du coup, tu n'as plus besoin d'échanger des marchandises, vu qu'en fait, c'est plus privé. Mais donc, du coup, les autres, ils s'en sont contrefoutus de ce qui a été écrit en expliquant que, ah ouais, mais du coup, la réalité a montré que il y a toujours production marchande et pourtant on est sous le socialisme. Alors que du coup, il y a genre zéro base pour expliquer pourquoi est-ce que c'est du socialisme, ce truc. Alors, bien évidemment, si vous êtes un marxiste, genre si ça appartient à d'autres courants, le socialisme arabe ou je sais pas quoi, oui, d'accord, on peut avoir une définition différente. Mais entre marxistes, c'est pas censé être un point de désaccord. Et donc, justement, dans ce que nous appelons socialisme, on remarque que la France insoumise, elle n'est pas alignée là-dessus. Elle est alignée sur autre chose, la conciliation de classes, l'union nationale pour produire plus de bénéfices, etc., etc., pour pouvoir maintenir le rapport salarial, pour pouvoir... Et d'ailleurs, on voit que ce genre de méthode, du coup, de social-démocratie, est utilisé par la bourgeoisie dans deux cas de figure. Quand tu as besoin de faire baisser le coût global de reproduction du capital, genre combien ça coûte pour pouvoir reproduire la force de travail, en gros, par exemple mettre en place un système de train, ça fait que les travailleurs ils peuvent aller d'un endroit à l'autre en mode. Mais du coup tu m'expliques que ouais d'accord les conditions de vie elles s'améliorent, mais du coup c'est contingent au développement capitaliste, c'est pas le but principal du truc. Le but c'est que le salariat il puisse se développer. Ou deuxièmement justement pour désamorcer la lutte des classes, pour désescalader la lutte des classes lorsqu'elle a lieu. Et c'est exactement ce à quoi a servi le Front populaire en 1936, et ce à quoi ont servi les partis de gauche en 68, etc., etc. Et d'ailleurs, on peut même ajouter dans les fameuses organisations de gauche les syndicats. C'est exactement le même rôle qui a été joué. Par conséquent, on a vu que même sur le plan théorique, vu qu'on n'est pas dans un moment où le système capitaliste il vacille, on n'est pas t'étais pas à deux doigts d'établir le socialisme. Du coup, déjà, t'as pas de parti socialiste à 20% des voix et qui aurait une chance aux élections. Ça, c'est pas possible. De deux, tu vois que les partis qui disent remettre en cause le capitalisme ont une définition du capitalisme qui est totalement sguéguesque. Et surtout, troisièmement, électoraliser la lutte, ça sert à donner le tempo de la lutte politique à la bourgeoisie. Combien de fois des militants qui expliquent qu'ils sont radicaux, qui ont une espèce de waouh, je suis vachement radical de façade, regardez, vont aller soutenir je ne vais même pas dire la FI qui défend la France sur les 5 continents et qui a une question, qui a des alignements géopolitiques qui sont totalement ceux de l'impérialisme français, mais faire ressusciter François Hollande. Voilà. Ça, tu vois, c'est un exemple. En fait, si on parle de ça, on peut tout simplement mettre le truc sur un point matériel. Les personnes que tu pourrais potentiellement recruter, elles ne sont pas super riches dans ton organisation. Si ton organisation elle dépense de la force, de l'énergie, etc. pour avoir justement des places à l'Assemblée, ça fait que si jamais elle ne réussit pas à avoir les places à l'Assemblée ou alors ça reste au même niveau, elle aura dépensé des forces pour littéralement un simulacre. Et si jamais elle arrive à avoir des sièges de l'Assemblée, son financement va dépendre de l'État bourgeois français. Et au sein du parti, c'est justement les bureaucrates qui vont pouvoir déterminer la ligne. C'est totalement, par exemple, le cas du Parti communiste français. Regardez tous les maires qu'ils ont et regardez selon quoi ils déterminaient la ligne. Vous comprendrez pourquoi est-ce qu'ils sont aussi PS compatibles. Justement, et ça explique justement les différences de comment est-ce que le parti peut se percevoir et il peut porter un discours public IRL. C'est-à-dire que par exemple, vu que le Parti communiste français il a besoin d'avoir un réseau de militants qui soit implanté localement, etc., il va être dans l'obligation stricte d'avoir un discours qui est très consensuel pour justement pouvoir s'allier au PS aux prochaines élections et pour pouvoir garder ses sièges de conseillers municipaux. Et justement, c'est pour ça qu'il n'y a aucune indépendance politique vis-à-vis de l'État bourgeois de la part du Parti communiste français. Alors, ça ne veut pas dire que la France insoumise est une organisation qui a comment dire, c'est-à-dire, en fait, elle a une indépendance politique plus accrue, mais elle l'utilise pour sucer la bourgeoisie aussi. Donc c'est à perte qu'ils le font. Non, je crois que je dis une connerie, parce que si tu regardes comment est-ce que les partis ils ont leur fric, tu vois que la France insoumise, c'est à peu près la même, c'est des subventions publiques. Voilà, donc l'État bourgeois, il subventionne les partis, mais il y a un degré d'indépendance politique quelque part. Faut réfléchir. Du coup, voilà, je peux te le dire sans aucun doute, non, ça ne sert à rien de voter pour des partis de gauche à l'échelle individuelle. Voilà.
D'ailleurs, ça obscurcit la conscience de classe et ça fait en sorte que l'énergie que le prolétariat pourrait porter pour lutter vers un endroit ne va pas être utilisée parce qu'à la place, vous allez essayer de faire élire votre député préféré. Voilà, vous donnez du gaz à des gens qui vont l'utiliser pour se donner du gaz à eux-mêmes, en gros. Dans le meilleur des cas. Hein. Et encore, il faut que ça marche parce que